Bienvenue sur le podcast de Monsieur M, le geek du spectacle vivant. L'émission qui parle de spectacle sans parler de création, mais de ce qu'il y a autour. Vous croyez en vos spectacles ? Ne soyez pas les seuls. Aidez les programmateurs à s'intéresser à vous. Combinez stratégie, organisation et originalité. Bonjour, je suis Nicolas Monnier, alias Monsieur M, alias le geek du spectacle vivant. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie d'un entretien que j'ai eu avec Jérôme Ramaker. Alors pour rappel, Jérôme c'est mon homologue belge. Il est l'auteur du seul bouquin qui vaille le coup sur la communication culturelle. Il est maître de conférences, formateur et conseiller en communication. Lors de cette deuxième partie, nous allons aborder le marketing culturel, mais du point de vue des réseaux sociaux, des dossiers artistiques, du blog et de sites internet. Bref, du point de vue des outils de la communication. Ok Jérôme, alors dans notre première émission, nous avons vu tous les deux ce qui définissait la base d'une communication, ce qui définit une compagnie, son positionnement, son concept, ses valeurs. Nous avons vu que c'était de cette base qu'en découlait la façon de présenter nos spectacles. En clair, la base essentielle sans quoi communiquer auprès des programmateurs et des publics. Je vous invite à écouter au préalable cette émission avant de poursuivre l'écoute de cet enregistrement, car mener un projet de communication, c'est inutile si ce travail il n'a pas été fait avant. Tu seras d'accord avec moi pour dire que des outils de communication, il y en a beaucoup. Des outils artistiques, Facebook, site internet, blog, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, les affiches, des flyers, des cartes de visite. Bref, on a vite le tournis au milieu de tout ça. Comment toi, tu arrives à dire à une compagnie, et déjà, est-ce que tu le fais, ne sélectionne que ces médias-là ? Alors oui, je le fais, vraiment. Ça sert à rien de prendre trop d'outils parce que de un, il va falloir les gérer et donc qui dit gestion, dit temps et autant être efficace. Ma réponse est toujours la même, je pars du projet. En fonction du projet qu'ils ont envie de mettre en place et de développer, en fonction de la stratégie de communication et du public qu'ils visent, je vais leur conseiller tel ou tel outil. Entre 3, 5 c'est vraiment beaucoup, mais ils peuvent commencer avec 3, de préférence complémentaires, donc c'est-à-dire du print et du web, avec des outils qui vont leur parler, qui vont avoir envie d'utiliser, et qui aussi est proche de leurs habitudes à eux de communication. Donc je vais jamais forcer un artiste à utiliser un réseau social qu'il comprend pas ou qu'il a pas envie d'utiliser. Par contre, je vais essayer de voir comment est-ce que lui il a l'habitude de communiquer ou avec quoi il se sent à l'aise pour l'inviter à le faire, mais alors maintenant de manière stratégique, ne plus faire comme ça au petit bonheur la chance, mais d'avoir une vraie ligne éditoriale derrière ce qu'il publie. Et donc oui, effectivement, il faut sélectionner et il faut s'outiller de quelques outils pour commencer, mais alors ceux-là de bien les soigner. Et tu aurais des lignes directives à ce sujet-là ? Si par exemple je te dis Facebook, tu dirais que c'est plus adapté à telle ou telle cible ou à tel projet artistique ? Dans le livre, je crois que j'ai un tableau qui parle des atouts et des faiblesses des outils de communication. C'était une recherche que j'avais faite parce que, indépendamment de l'évolution technologique qu'ils représentent, je pense que les réseaux sociaux, notamment, ou les sites web, ou même une affiche, ça remplit une fonction de communication. Et donc, par exemple, Facebook, son atout majeur, c'est de créer des communautés. De faire en sorte que les gens s'échangent et se partagent des informations et et envie de s'accrocher à une communauté en particulier. Et donc, si le spectacle peut mettre en place cette communauté et pourra se reposer sur une communauté, par exemple, pour transmettre les dates de tournée ou partager les premières étapes d'une création, il est important de partager des informations qui justement se partagent. C'est l'essence même du réseau social. Parfois, un artiste me dit « Oui, mais je regarde, je mets des photos, je mets des messages, mais les gens like pas, le partagent pas. » Mais évidemment, puisque ce que tu publies ne se partage pas, c'est pas adapté. Donc effectivement, on va d'abord choisir un peu les outils en fonction de ce qu'il y a à mettre comme contenu. Et en fonction des publics, moi j'ai créé une page sur Facebook qui s'appelle Oser le marketing culturel. Je l'ai créée sur Facebook parce que c'est là que se trouvait mon public cible. J'ai pas été sur Twitter, qui est beaucoup plus pour une certaine blogosphère avec les médias, les hommes politiques, les influents et tout ça. Je suis pas sur Snapchat parce que Snapchat c'est une génération beaucoup plus jeune.
Donc voilà, je pense qu'il faut être sur le réseau social qui correspond à soi, mais qui correspond aussi au public qu'on a envie de toucher. Souvent sur Facebook, les compagnies de spectacles, elles communiquent qu'auprès des autres compagnies, en fait, finalement. T'en penses quoi? Oui, mais c'est pas idiot, euh, parce que dans la stratégie de la cible dont je parlais tout à l'heure, le fait d'être reconnu par ses pairs, c'est intéressant pour gagner en crédibilité. Et de toute façon, quand on crée une page Facebook, les premières personnes à liker notre page, c'est notre famille, c'est nos voisins, c'est les cousins, les frères, les sœurs. Et puis après sont les amis qu'on a rencontrés en festival ou dans nos écoles supérieures artistiques. Donc ça fait l'effet de communauté et de réseau entre nous parce qu'on se soutient, on prend des nouvelles de l'un et de l'autre. L'intérêt dans les réseaux sociaux, c'est de dépasser les troisièmes cercles, c'est-à-dire d'aller toucher finalement notre public cible, mais grâce à l'intermédiaire de ces gens-là au départ. Ouais, le but finalement, c'est de leur faire partager les choses. Voilà. Et le but de partager, on peut le faire en guise de soutien à un artiste qu'on a envie de faire connaître à d'autres. Mais voilà, c'est avec les algorithmes de Facebook qui font que on est visible que si les gens like ou commentent, parce qu'au début il y a que 10% de gens qui voient notre publication, ben on a intérêt à ce que même nos amis ou notre famille like notre post, parce que plus il y aura de likes et de commentaires, plus notre post sera visible par d'autres. Ça t'est arrivé, toi, de conseiller à une compagnie de faire de la publicité Facebook? Alors, je la maîtrise, je l'ai déjà utilisée. Euh, je pense que on a comme ça des principes dans notre secteur qui fait que c'est un peu mal vu. On a l'impression que c'est un peu faux de payer des publications. Enfin, tu peux me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que voilà, nous je ressens ça dans le milieu non marchand en général. Tout ce qui est Google Ads ou publication payée de Facebook, on pousse le relationnel au lieu de le construire. Malgré tout, finalement, c'est un outil pas cher qui permet d'atteindre assez rapidement un public cible. Et donc, je le ferai pas systématiquement parce que là, ça devient justement exagéré et trop commercial pour ce que ça n'est, donc on n'est pas là-dedans. Mais par contre, à certains moments charnières de notre communication, je trouve ça intéressant de pouvoir justement offrir une certaine visibilité à un teaser qu'on met sur sa page Facebook, à une affiche qu'on propose pour la première fois, à une date exceptionnelle. Mais il faut que ça reste un événement. C'est comme les Facebook Live, quoi. Il faut pas en faire tous les jours. Il faut juste en faire de façon précise quand ça mérite un événement. Moi, je l'utilise pour créer une communauté, pour générer de l'engagement de la part de cette communauté. Et je l'utilise pas du tout pour cibler des festivals, des théâtres ou autres, mais pour cibler des affinités, en fait, des sensibilités. Par exemple, sur un spectacle qui va pouvoir jouer dans les écoles et qui va être éducatif, eh ben, je vais essayer de créer des posts qui sont engageants autour de la thématique de l'éducation et de la thématique du spectacle. Avec pour objectif d'amener les gens à aller sur une page de mon site internet qui va pas forcément être visible sur le site avec un lien, etc. Ce qu'on appelle une landing page. Et cette page, elle va intéresser uniquement la cible que j'aurais définie. Et une fois que j'ai fait ça, bah, comme sur cette page-là, j'ai installé un pixel Facebook, c'est un petit script qui permet à Facebook d'identifier les personnes qui viennent de Facebook, qui sont passées sur mon site, et ben, je vais pouvoir en fait faire du remarketing, c'est-à-dire cibler uniquement ces personnes-là. Et comme Facebook va me permettre d'élargir la cible, et bien de faire une publicité dans un second temps de mon spectacle auprès de personnes que je sais qui sont intéressées par la thématique de mon spectacle et qui auront une tendance au partage si elles connaissent des personnes qui font de la programmation ou si elles-mêmes font de la programmation, d'aller voir directement bah, de quoi on retourne le spectacle. À ce sujet-là, j'en profite pour glisser que n'hésitez pas à venir vous inscrire sur mon blog. Je vais prochainement créer une petite formation qui explique un petit peu cette stratégie un peu technique. Et c'est vrai que ce ciblage-là, Facebook nous permet de l'avoir à des coûts vraiment accessibles, alors qu'avant, c'était uniquement dans les mains d'annonceurs publicitaires
qui avait ce genre de ciblage pour les médias, genre les presses quotidiennes, les presses hebdomadaires ou même radio et télé, mais on devait payer pour avoir accès à ces données et en même temps payer cher pour avoir une place dans le programme publicitaire. Tandis qu'ici, Facebook nous permet, avec le même principe de ciblage sociodémographique, de pouvoir toucher notre publicité. Donc effectivement, pour nous, pour le milieu culturel, Internet a démocratisé cet accès-là de communication. Maintenant, je pense que dans une stratégie, c'est intéressant d'accompagner ce genre de post payant par une vraie mise en relation avec, par exemple, tu parlais des enseignants du milieu scolaire, il existe plein de pages et de groupes pour les enseignants, les profs et même des pages d'école et tout ça, ben, aller construire des choses avec ces gens-là aussi. Ouais, tout à fait. De toute façon, dans toute stratégie basique de marketing, c'est essentiel de rentrer en contact avec ce qu'on appelle des influenceurs. Des gens qui peuvent relayer l'information parce que bah, ils ont une grosse page Facebook ou ils sont responsables d'un groupe ou qu'ils ont un blog sur une thématique de tes projets artistiques et qui ont beaucoup de visites ou une personne avec un gros compte Twitter. Mais ça fonctionne à partir du moment où tu as bien ciblé les gens et que tu leur offres quelque chose qui est vraiment intéressant pour eux. C'est pas de la retape pour de la retape, c'est un vrai échange de communauté finalement et de thématiques qui nous intéressent chacun et donc on se fait connaître mutuellement. Voilà, ça se construit par ce genre de réseautage. Maintenant, moi, j'ai fait une version inverse avec j'avais vu que sur ma page Facebook, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient en train de s'inscrire, d'étudiants d'art et de marketing. J'ai pris le temps d'analyser d'où venaient tous ces étudiants, toutes les universités, et j'ai envoyé un mail aux universités pour dire vos étudiants sont inscrits à ma page, c'est lié à mes bouquins, et un mois après, j'ai vu que mes bouquins apparaissaient dans les bibliothèques des universités. Donc, on peut aussi créer de stratégies, de petites actions comme ça, en prenant compte de la communauté qu'on est en train de construire finalement sur sa page Facebook. Oui, puis on peut même être étonné d'ailleurs de se rendre compte qu'un spectacle qui se destinait à tel type de public, il va plutôt plaire à un autre. Ou alors d'avoir un autre public sur Facebook que le public qu'on a devant nous. Ouais, exactement. Et pour sortir de Facebook, LinkedIn, toi t'es dessus, je suis dessus, il y a quand même pas mal de programmateurs dessus, des artistes aussi. J'ai le sentiment que généralement, les artistes qui ont un compte sur LinkedIn, ils considèrent ça comme un deuxième Facebook finalement. Moi, c'est pas du tout ça. Et je recommande rarement aux artistes d'être dessus, sauf si ils endossent le rôle de chargé de diffusion. Parce que pour moi, LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Par exemple, moi, j'ai décidé de construire généralement un réseau autour de la communication et de la culture. Donc, les seules personnes qui font partie de mon réseau sont liées à ces deux thématiques. Et ça permet vraiment de construire un réseau professionnel où on s'échange des bonnes pratiques, des conseils, même des recherches. Je vois parfois passer sur LinkedIn des vraies questions internes de professionnels qui appellent au réseau professionnel. Donc on a un échange qui n'est pas intéressé, mais qui est entre pairs, on va dire. Et par exemple, le deuxième bouquin que j'ai écrit, Cultiver sa communication, il a été préfacé par 3 personnes qui sont juste dans mon réseau LinkedIn, qui avaient eu vent de mon premier livre, et que j'ai contacté en disant, voilà, il y a un deuxième qui va sortir, est-ce que ça vous intéresse de le préfacer ensemble? Et je crois que la réponse, elle a pas duré 2 jours, que j'ai eu les 3 qui ont dit oui avec plaisir. Et c'est ça, c'est par échange professionnel, c'est-à-dire que je leur donnais des pages dans mon livre, et eux, ils complétaient le discours que j'y amenais. Et je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant sur LinkedIn en termes de construction de réseau, voilà, vraiment professionnel. Après, un artiste qui est dessus pour à chaque fois aller chercher les programmateurs ou pour parler de son spectacle, c'est un petit peu à côté de la plaque. Ouais, on est bien d'accord. Il pourrait éventuellement, je sais pas, demander des informations ou des conseils pour une création, pour trouver du réseau, pour rentrer en relation. C'est de la diffusion ou de la production. Voilà. Moi, par exemple, je l'utilise pour entrer en contact avec les gens que je vais interviewer sur ce podcast. Bah, c'est d'ailleurs comme ça que je suis rentré en contact avec toi, d'ailleurs. C'est un réseau d'échange. Oui, parce qu'on est inscrit là-dessus dans cet intérêt-là aussi. Euh, surtout en communication, on est souvent seul. Quand on gère la com de sa compagnie ou on gère la com d'un lieu culturel. Les communicants, ils sont souvent très seuls. C'est rare les grosses équipes. Et donc, pouvoir avoir un réseau dans lequel on peut partager aussi nos points de vue ou nos intérêts, bah, ça nous soutient aussi finalement dans nos boulots, malgré tout.
Oui, et puis après, il y a aussi des techniques de barbares alors ils aiment bien le mot growth hacking, pardon, qui consiste à se faire passer par un programmateur sur LinkedIn, hein, et lui envoyer plein d'invitations. Et au-delà de 1000 utilisateurs, aller sur Yahoo Mail pour exporter tous les emails et ensuite les réimporter sur un fichier Facebook et faire du remarketing ou simplement faire du mailing. Mais bon, c'est faire du rentre dedans et ça sert à rien, quoi. Ouais, ça existe depuis toujours, des gens qui volent les emails pour se faire une base de données, qui se vendent d'avoir des milliers de contacts dans leur newsletter, mais au final, le lien ne fonctionne pas. On peut peut-être en choper un ou deux qui découvrent quelque chose, et tant mieux, mais ça sert à rien parce que ça va vite filer dans les spams et ça aura plutôt un aspect, je trouve, intrusif dans sa communication. On va vachement marquer le coup si on a rencontré quelqu'un en direct et qu'après on le lit dans sa newsletter, ça, il n'y a pas de souci. Mais aller choper comme ça des emails, je trouve que c'est voilà, que c'est faux. Et dans une interview que j'ai faite dernièrement pour un magazine, on m'avait demandé quels seraient les enjeux pour moi de 2017 en communication, et j'avais dit l'honnêteté et l'optimisme. Et je trouve qu'on a besoin de ça, et c'est ce qui fonctionne le mieux pour le moment. L'honnêteté, on peut dire des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché, on peut avoir moins de gens, ou en tout cas réussir correctement sans tricher comme ça, et en même temps, on a besoin d'avoir une communication qui pousse vers le haut et pas des gens qui se plaignent sans cesse, quoi. Ouais. Après, bon, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi ce qu'on appelle le marketing content. C'est le marketing de contenu. La stratégie, c'est de créer du contenu via un blog, hein, dans un site internet. C'est bon pour le référencement, car ton site, il a de la vie, il a plein de textes. C'est aussi aidant pour la visibilité sur Google, sur des mots-clés qu'on appelle des mots-clés de longue traîne. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment la conviction qu'un blog et ce type de stratégie, ça peut être super efficace pour une compagnie de spectacle. T'en penses quoi, toi, des blogs? Alors si je prends l'exemple des petits bras dont je m'occupe là depuis leur création, on a créé un site dès le début, donc dès le premier spectacle qui devait être en 2003, je pense à peu près. On a directement créé un site, c'était en Go Live, c'était vraiment encore un vieux site statique. Donc on a toujours eu un site web. Pour le précédent spectacle qui s'appelait Triplet, je leur ai proposé de basculer avec un blog. Donc d'avoir un site qui présente le spectacle avec les dates de tournée, enfin tout ce qu'il faut avec le teaser, enfin voilà vraiment le truc léché, mais d'y accoler un blog où je leur proposais de me raconter les coulisses de leur tournée, parce que je les connais, ils me racontaient à chaque fois ce qui se passait entre les spectacles et en dehors des spectacles, et j'avais le sentiment que ça pouvait intéresser le public de découvrir un peu la compagnie et la tournée autrement. Parce que finalement, on les suit dans leur tournée, mais on avait envie de comprendre ce qu'il y avait derrière. Au début, la compagnie était un peu frileuse parce qu'ils disaient oh, on n'aura pas le temps de faire et ça va pas nous amuser et qui va regarder ça. Au final, à la fin de la tournée de triplette, ils créaient même des vidéos juste pour le blog pour alimenter en contenu. Donc voilà, parce que je les ai un peu poussés à le faire, au final, on s'est rendu compte que eux-mêmes s'y amusaient et en même temps, le public était là, c'est-à-dire que soit les personnes qui voulaient voir avant d'aller au spectacle ce que c'était, et en même temps les gens qui avaient vu le spectacle et qui retournaient du coup pour en apprendre davantage. Donc ça a bien fonctionné. Ici maintenant, avec l'odeur de la sûre, c'est un gros spectacle avec beaucoup de dates. Donc on a un peu plus de mal à maintenir un blog à flot, mais on le tient une fois par mois. Il poste aussi de nouveau des photos des coulisses et des anecdotes de tournée. Et je pense que c'est une autre façon de raconter le spectacle et la compagnie, de s'y attacher sans voilà, avoir un site qui est un peu plus vivant, quoi. Mais on discerne bien les deux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le site et le blog est accolé au site. Par contre, un artiste qui est en création, qui est en démarche, qui est en work in progress, moi, ça m'intéresse qu'il développe un blog tout simplement pour partager au jour le jour. Par exemple, il pourrait avoir un journal qui raconte les différentes étapes de création. J'ai suivi comme ça une illustratrice qui, à partir du moment où elle a reçu son contrat pour créer une BD, a commencé à partager sur un blog toutes les étapes jusqu'à l'impression de la BD et la disponibilité dans les librairies. Et je trouve que ça permet en même temps à l'artiste de ne pas se sentir seul et en même temps de prendre ce recul qu'on a besoin justement pour pouvoir communiquer et de partager les coulisses de sa création, quoi.
Donc là, le blog peut être intéressant à partir du moment où il est vraiment ce journal de recherche qui est en ligne, mais qui est en même temps pour l'artiste lui-même, avoir un endroit où il peut jeter ses mots et ses impressions au jour le jour. Moi, j'avais créé un spectacle dans lequel j'ai voulu faire appel à différents regards extérieurs et différents intervenants, multiplier en fait les regards. Bon, je referai plus, c'était compliqué, mais j'avais une volonté, c'était de me former au contact de différentes sensibilités autour d'un même projet. Quoi qu'il en soit, j'avais créé un blog. L'objectif du blog, c'était pas de faire de la communication auprès des programmateurs, mais de rassembler les intervenants autour du projet. Au final, il n'a pas été suivi du tout par les intervenants. Par contre, il a été par quelques programmateurs qui sont tombés dessus en naviguant sur Internet. Et comme ça m'a ramené 2 dates, je crois, sans que je fasse aucune communication. Et le pire, c'est que après, quand on a créé la page de présentation du site Internet, sur les mots-clés du spectacle, ben, mon blog était mieux référencé que la page de mon site. Tout simplement parce que le blog avait plus d'ancienneté que la page de mon site internet et que Google l'avait identifié comme étant la référence. Et puis après, ça a rebasculé avec les backlinks. Mais voilà, ça m'avait quand même ramené des programmateurs. Parce que la démarche de communiquer en création, ça suscite l'intérêt. Et on crée cette base de public qui, à partir du moment où le spectacle va être créé, ils auront envie de le voir en vrai parce qu'ils ont suivi tout le processus. Et voilà, ça c'est vraiment. Moi, je pense que c'est enrichissant. Je comprends quand des artistes me disent qu'ils n'ont pas le temps de le faire ou qu'ils sont trop introvertis pour pouvoir commencer à se lâcher. C'est là où on peut justement jouer sur les différents outils qui existent. Il y a le blog, mais il y a aussi Instagram, il y a aussi Twitter, enfin en tout cas d'autres manières de pouvoir expérimenter la communication en création. Mais il y a de la matière à partager et ça parfois ils ont du mal à le comprendre. Mais je pense qu'effectivement, voilà, ça peut. Il y avait une compagnie qui faisait aussi un vlog, donc là c'est un blog vidéo et qui partageait même carrément ses recherches technologiques euh, qui, à la base, au début, enfin, quand on pense à un spectacle en création comme ça, ben, on cache ses secrets de fabrication et ses secrets technologiques jusqu'à ce qu'on représente le spectacle. C'est logique, c'est un secret de fabrication. Mais là, ils partageaient carrément dans le vlog euh, leurs recherches technologiques. Voilà, je suppose à des fins de promotion évidemment auprès des programmateurs pour les intéresser, mais c'était une chouette transparence. Et ça a fonctionné? Oui, oui, je pense bien. Je les ai vus tourner en tout cas, donc je pense que ça a fonctionné. Mais indépendamment, voilà, indépendamment du fait que ça fonctionne auprès des programmateurs ou d'un public, ce qui est intéressant aussi parfois avec les outils de communication comme ça, c'est est-ce que ça a fonctionné pour soi? Est-ce que l'artiste s'est senti à l'aise et ça lui a fait plaisir de communiquer de cette manière? Moi, si un outil de communication satisfait déjà l'artiste, c'est déjà aussi la moitié du chemin de gagner, quoi. Et concernant les sites internet, c'est quoi pour toi l'objectif d'un site internet? Rendre l'information accessible. Oui, mais vu qu'il y a déjà les réseaux sociaux. Ouais, mais c'est à une autre. Le site web, c'est ta maison mère, c'est ton chez toi, et c'est intéressant d'avoir ce chez soi qu'on peut construire à son image. Et finalement, les Facebook, les blogs, les tweets, les newsletters, tout doit renvoyer vers le site. Pour moi, c'est ça la maison mère. Ça me permet d'avoir toutes les informations à disposition, que ce soit les documents, fiches techniques ou autres. Euh, et on a cette petite bulle sur Internet qui est à soi et dans lequel on peut inviter le public à y entrer. Et effectivement, du coup, c'est plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire que pour moi, il faut partager sur les réseaux sociaux ou sur les newsletters ce qu'il y a sur le site aussi. Oui, pour moi, c'est complémentaire, dans le sens où euh, moi je dirais que les informations, elles vont toujours dans le sens d'amener les gens vers le site internet. Que ponctuellement, on peut faire sortir des informations du site internet pour aller vers l'extérieur, mais, mais que ça va plus dans le sens de l'extérieur vers le site. Et pour moi, c'est un outil qui va refléter l'univers de la compagnie, qui va donner sa différenciation, son positionnement, etc. Mais il y a aussi derrière, le voir comme un outil d'acquisition de mails, utiliser par exemple les pixels Facebook pour faire du remarketing, tout un tas d'informations qui sont pas visibles, comme une landing page, comme par exemple automatiser les prochaines dates dans une mailing list et pouvoir envoyer ça en automatique aux gens qui l'auront demandé sur des territoires précis.
Utiliser aussi Google Analytics pour comprendre quelles sont les pages qui fonctionnent sur le site, celles qui ne fonctionnent pas du tout. Euh, Revoir, par exemple, après qu'on ait fait une campagne Facebook, analyser le taux de rebond de la page d'arrivée pour savoir si on cible les bonnes personnes. Le taux de rebond, c'est d'arriver à voir si les gens ils sont allés plus loin que la page sur laquelle ils sont arrivés. Et plus le taux de rebond est fort, moins tu as réussi à amener les gens à aller en savoir plus et donc à les intéresser. Mais oui, après là, on rentre vraiment dans l'analyse des données, donc c'est l'après-stratégie, c'est-à-dire que comment évaluer ce qu'on a mis en place et comment observer. Effectivement, je le recommande de le faire généralement en fin de stratégie pour pouvoir évaluer. Mais là, quand un artiste débute dans sa communication, c'est quelque chose qui lui semble encore plus ennuyeux et en même temps qu'il faut pouvoir décrypter parce que les données qu'on reçoit sur Google ou même dans les statistiques de base de tout site, ça veut dire quoi ces chiffres, comment est-ce qu'on peut les interpréter et comment est-ce que ça peut m'aider. Voilà, c'est encore une étape supplémentaire, je pense, à passer. Et c'est pas évident, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que tu penses que le sprint, tu sais, tout ce qui touche les plaquettes, les flyers, les affiches, tout ce qui est au format papier, ça a encore une utilité? Ça dépend des arts, ça dépend des pratiques culturelles et des programmateurs qu'on a envie de toucher. Je pense qu'effectivement, on diffuse de plus en plus les dossiers par mail en PDF. Malgré tout, un document imprimé de bonne qualité fait office de bon support de communication parce qu'il a de la gueule. Euh, et le print, ça reste toujours intéressant quand on se promène, quand on est en festival à gauche, à droite. C'est plus facile de donner un document qui est déjà là disponible que de renvoyer quelqu'un vers son site. Donc ouais, le print pour moi est encore utile, mais en sachant qu'il peut être complémentaire avec d'autres. Alors au sujet des dossiers artistiques, comment est-ce que tu différencies les différents types de dossiers artistiques? Alors, c'est clair qu'un dossier de demande de résidence n'aura pas forcément le même contenu qu'une demande de subside ou après une demande de programmation, par exemple. Les dossiers, ils évoluent aussi au fur et à mesure du projet. Maintenant, je pense qu'il y a une base d'information qui est la même et surtout, un dossier, ça doit être à l'image du projet et ça doit pas être juste un document Word tapé sans mise en page, sans couleur, parce que sinon, ben, ça va passer à la trappe, il se démarquera pas. Comment est-ce que tu structures un dossier à destination des recherches de financement? En Belgique, vous appelez ça des dossiers de demande de subside. Ça tombe bien, je vais devoir en faire un prochainement. Ah bah cool, tu dois être au point alors. L'idée pour moi, c'est qu'un dossier, c'est un discours, c'est un argumentaire. On va allonger les cartes une à une et on va argumenter sur le projet pour faire en sorte que le partenaire ne peut pas nous dire non ou au mieux qu'il ait envie de nous rencontrer. Parce qu'effectivement, généralement, les dossiers, c'est soit des demandes de subsides, on répond à des appels à projets et du coup, bah, c'est en un sens, c'est-à-dire qu'on répond, ils disent oui ou non et voilà. Mais souvent, on peut aussi démarcher avec des dossiers. Et là, le dossier a une intention de rencontrer la personne à qui on adresse le dossier. Comment est-ce que je le structure? Il faut d'abord voir au niveau de la compagnie si elle est connue ou pas, et de voir si l'intérêt c'est de d'abord parler de la compagnie et puis du spectacle ou du projet, ou l'inverse, d'abord parler du projet et puis de parler des protagonistes. Je commence toujours par le titre et un pitch, quelques mots qui permettent d'accrocher le lecteur, d'avoir envie de rentrer dedans. C'est toujours intéressant d'avoir ce petit pitch de départ. Et ne pas confondre la note d'intention avec le pitch. La note d'intention est plus longue que le pitch pour moi. Le pitch, ça peut être une phrase ou deux grand max qui donne juste, qui dit tout sans rien dire finalement. La note d'intention, on va pouvoir raconter même la démarche artistique qu'il y a derrière, parce qu'on sait dans une note d'intention que c'est ce qu'on a envie de faire, mais c'est pas forcément ce qu'on va réaliser. Et donc, le pitch pour moi, je sais pas, c'est le petit truc devant le rideau avant qu'on l'ouvre, quoi. C'est ce petit étincelle qui dit, ah, c'est quoi, tiens, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Il faut accrocher directement le lecteur. Quand on lit un dossier, moi, parfois, quand j'en reçois, je les lis en diagonale, il y a ce côté, il faut accrocher, quoi. Il faut qu'on rentre dedans et qu'on puisse accrocher. Si on n'accroche pas, le lecteur, il va même pas aller jusqu'à la page où on lui demande des sous. Donc, on structure généralement comme ça aussi, avec la présentation des protagonistes de la compagnie. Et quand tu présentes les protagonistes, tu fais du storytelling? Ça dépend du ton qu'on veut donner au dossier.
Si on veut quelque chose de très figé, parce que malheureusement, dans certaines demandes de subvention, on n'a pas trop le choix des mots ou de la place, on doit se limiter en termes de caractères, donc on va pas construire du contenu. Maintenant, si on est sur un projet qui est plutôt humoristique, moi je trouve ça normal de mettre un peu d'humour dans le dossier aussi, parce que ça donne la touche et la personnalité de l'artiste. Il faut quand même parler avec ses mots. Si jamais on utilise des mots qui sont pas les nôtres, en tout cas pour la part de l'artiste, et il y aura un fossé entre le dossier que la personne aura reçu et puis l'artiste qu'il va rencontrer ou qu'il va engager. Donc je pense que on doit utiliser les mots et le style du spectacle et de la compagnie. Donc ça m'arrive de créer effectivement du storytelling pour emballer le tout, on va dire. Maintenant, je pense qu'un dossier, il doit quand même répondre à certains critères et à certaines demandes pratiques. On doit avoir certaines informations qui doivent s'y trouver. Un programmateur aura besoin d'avoir des données techniques pour savoir si finalement il sait rentrer ce spectacle sur sa scène ou pas, tout simplement. Un pouvoir subsidiant aura besoin d'un budget pour voir si vous tenez la route, si vous êtes crédible dans votre demande ou pas. Et le fait de pouvoir expliquer qu'on amène des sous et qu'en même temps on leur demande un tout petit peu, ça va les rassurer, même si on sait qu'on leur demande beaucoup. Voilà. Je pense que le fait de présenter les porteurs de projets, ça amène aussi ce côté crédibilité. Sur quels arguments on peut se reposer que le projet sera de qualité, par exemple. Tout ça, ce sont des arguments qu'il faut pouvoir mettre en avant, plus ou moins. Est-ce que ça vaut la peine de parler de certains tournées faites préalablement? Oui, non, ça dépend à qui on demande. Enfin voilà, je pense qu'il y a des choix stratégiques. On n'est pas obligé de tout mettre dans un dossier. On met ce qu'on a envie de mettre et qui on pense va servir pour convaincre le partenaire. Ça aussi, je trouve que c'est assez important parce que parfois, on a envie de mettre beaucoup trop dans un dossier. Et en fait, on choisit ce qu'on y met, la manière dont on se présente, les informations qu'on met ou pas, les dates qu'on a faites. Est-ce que je mets que j'ai participé à la fête au boudin ou pas? Si j'ai envie de parler à des programmateurs locaux, ben oui, je suis ouvert à des programmations locales. Si je vise l'international, on va plutôt choisir certaines dates avec des noms de lieux qui font bien, quoi. C'est pas mentir, c'est juste mettre les arguments en avant qui seront utiles à l'objectif du dossier. Est-ce que du coup, pour toi, ça veut dire créer un dossier type par financeur, par pouvoir subsidiant? Alors ça dépend. Soit je fais un dossier type et alors je joins une lettre qui est adaptée au financeur. C'est parfois plus facile, mais du coup le dossier doit convenir à tout le monde. Soit effectivement, on peut parfois adapter une page du dossier. Mais je pense que c'est plus facile de faire la première version, c'est-à-dire un dossier type et puis un courrier qui est adapté. Ouais, moi, c'est généralement ce que je fais. C'est que je crée un dossier type. Alors, je le fais avec InDesign. Pourquoi InDesign? Parce qu'InDesign, ça permet en fait de relier des images et des visuels qui sont posés dans des dossiers. Et du coup, bah, je structure ça de telle manière à avoir bah, le fond, l'univers de la compagnie, et puis de poser par-dessus des photos qui vont bien dans le dossier et qui appuient le propos. De là, je fais mes encarts de texte. Ça me permet d'avoir un ordre d'idée du nombre de caractères qu'il va falloir que je pose dans mes phrases d'accroche, dans mes textes, etc. Et ensuite, je fais ma base et mon dossier type. Et puis après, je vais, en fonction du partenaire à qui je vais aller demander des financements, eh bien, je vais modifier mes textes, mes photos directement dans le dossier. Et ça me permet d'avoir des dossiers qui ont un univers semblable, mais les photos qui appuient sur le texte et d'avoir des textes qui soient adaptés aux demandes des partenaires financiers. Bon, ça, c'est quand même hyper contraignant, surtout au départ. Ça vaut le coup quand on va aller chercher pas mal d'organismes différents. Ou sinon, je m'embête un peu moins et je fais comme toi, c'est-à-dire que je fais un courrier type et c'est ce courrier que je vais travailler à mort pour qu'il corresponde, enfin qu'il mette vraiment en relation les lignes budgétaires de l'organisme financeur avec euh, mon dossier. En gros, je réponds à pourquoi est-ce que mon projet il correspond complètement à la ligne de financement que vous avez, quoi. Parce que on sait que faire un dossier, ça prend du temps. Et donc, enfin voilà, je sais pas si on peut recommander d'à chaque fois adapter son dossier, si on a un bon dossier bien ficelé, autant qu'on le diffuse, quoi. Et nous, on a fait l'exercice, par exemple, à la fin d'une tournée,
sur la page Facebook, j'avais partagé le dossier en disant au public, voilà, vous voulez qu'on vienne jouer avec vous, près de chez vous, voici notre dossier, partagez-le aux programmateurs de votre région si vous voulez qu'ils nous invitent et on viendra jouer chez vous. Et c'était voilà, une chouette manière aussi d'utiliser le dossier différemment. Alors, dans un premier temps, on y met donc l'accroche, et puis après, direct la note d'intention. C'est ça? Ben, effectivement, on commence par ces notes d'intention, par cette genèse, d'où vient l'idée du projet, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les différents éléments artistiques qu'on va y retrouver, quelle est l'histoire qu'on a envie de raconter, comment on va y arriver, quel est à quelle prouesse on doit s'attendre. Ça dépend un peu des arguments qu'on veut utiliser finalement. Parfois, c'est pas tant les prouesses techniques que l'histoire qui est racontée qui va être intéressante. Euh, je pense que ça dépend en fait toujours de l'état d'avancement du projet. Quoi. S'il est en création, on ne sait pas raconter un spectacle qui n'existe pas. Par contre, on peut expliquer ce qu'on a envie d'y mettre dedans. Après, si le spectacle existe, on doit pouvoir faire en sorte que le programmateur ait l'impression de voir déjà le spectacle devant lui et qu'il ne puisse plus enfin, qu'il va le programmer d'office parce que ça lui parle et que ça l'intéresse. Donc il y a toute une série moi je fais évoluer le dossier vraiment en fonction de l'état d'avancement. Souvent, dans les dossiers, on doit mettre en avant l'autorité de la compagnie et sa preuve sociale. Ça, j'en parle dans mes dossiers de formation gratuite. Tu as des astuces, toi, lorsqu'une compagnie, elle se lance dans avec des artistes qui ne sortent pas de grandes écoles ou qui ont joué que la fête du boudin? Bon, décidément, la fête du boudin, un morphe dans mon podcast. Enfin, comment est-ce que tu places, toi, le positionnement de la compagnie en fonction de ça? Alors, dans le positionnement, je définis toujours soit la réputation qui est l'argument de base, soit le plus produit, c'est-à-dire qu'on a un concept unique, ou alors on n'a rien et on fait des choix stratégiques. Généralement, les jeunes compagnies, elles se trouvent dans cette situation-là, où elles doivent faire elles-mêmes des choix qu'elles vont mettre en avant en disant oui, oui, on fait quelque chose d'unique, ou en tout cas quelque chose qui est différent pour telle et telle raison, et on va vous l'expliquer. La singularité. Voilà. Je pense qu'une jeune compagnie, malgré tout, les artistes, ils ont peut-être déjà fait des études dans certaines écoles. Le fait de mettre en avant qu'on sort de telle ou telle école, ça intéresse certains programmateurs parce qu'on connaît la réputation des écoles. Ensuite, parler de son réseau et des endroits où on a l'intention de jouer, ça permet déjà de dire ah il y a d'autres qui sont intéressés par eux, il faut peut-être que moi je les prenne avant qu'ils soient trop connus. Enfin voilà, donc on peut aussi jouer sur le fait que d'autres sont intéressés par nous et que vous aussi on peut venir chez vous. Il y a le bagou quoi. Il y a le fait qu'il faut y aller au culot et il faut ne pas, enfin, on a tendance quand on est jeune compagnie aussi à être un peu timide et ne pas oser mettre en avant ses arguments. Moi, je pense on peut trouver toujours quelque chose dans la personnalité des artistes. Prenons par exemple une compagnie qui sort d'une école supérieure artistique où il y a des artistes de différentes nationalités. On peut jouer sur la complémentarité des nationalités, ça va peut-être faire plaisir à certains programmateurs. Ou alors on a développé une certaine technique et justement cette technique-là, elle est mise en avant pendant un an dans une région. Voilà, on a des éléments. Il faut toujours essayer de lister tout ce qui compose son projet et de voir quels seraient justement ces éléments phares. Moi, j'aime beaucoup quand tu parles de fraîcheur parce que c'est vrai que le plus gros argument qu'une compagnie qui débute elle a, c'est qu'elle a rien à perdre. Et ça vaut de l'or. C'est ça, on n'a rien à perdre et on a déjà vu tellement de choses qu'on aime bien voir des nouvelles choses. Donc venez, faites. Voilà, moi je me souviens un rassemblement à Bruxelles qui s'appelle le Bruxelles Creative Forum qui rassemble tous les programmations culturelles de la saison et donc chaque théâtre, chaque lieu vient présenter sa saison. J'avais un artiste qui m'a reconnu, qui est venu vers moi et m'a dit j'ai prévu un truc mais j'ose pas. Je fais quoi? Ben je me trouvais que c'était bien de venir ici puisqu'il y avait tous les théâtres qui étaient présents et je vais essayer de vendre mon spectacle ici. Et c'était un beatboxer, tchatcher et tout. Et j'ai dit mais ok, mais vas-y, fais-le, t'as rien à perdre. Au pire, t'as juste fait un peu de show et au mieux t'as 2-3 contacts. Et j'ai dû lui donner un coup de pied au cul pour qu'il aille le faire, mais il l'a fait et il était très content et ça a fonctionné, il a pu avoir des dates. Donc c'était juste le fait d'oser finalement. Eh oui, oser le marketing culturel. C'est vrai que de la même manière qu'il faut oser y aller dans les spectacles, ben, il faut oser entreprendre des démarches de communication qui soient originales. Il faut oser se vendre.
Enfin voilà, moi je sais que j'ai ce rôle aussi souvent de les rassurer, de leur dire mais ça c'est bien ce que tu me dis là, ça c'est intéressant. Ils se rendent pas compte. Alors faut pas leur en vouloir parce qu'ils ont jamais fait cette démarche de réflexion au niveau de se vendre finalement et de savoir ce qui est bien dans ce qu'ils font. Mais je fais ça souvent, c'est dire mais attends là oui, là on est dedans, vas-y. Et voilà, et à partir du moment où on leur donne ces clés-là, effectivement, ils se relâchent et ils se sentent beaucoup plus à l'aise. Bon, en tout cas, Jérôme, on a bientôt fini notre interview, enfin nos deux interviews qu'on a enregistrées d'une seule traite. Si tu devais donner un conseil à une compagnie qui débute, un truc essentiel, ça serait quoi? Il y en a tellement. Euh, Moi, j'aime bien leur dire qu'ils sont le meilleur outil de communication de leur spectacle, donc eux-mêmes. C'est-à-dire que en ayant déjà dans leur tête certains mots-clés, certaines manières de parler de leur projet, et d'être capable justement à chaque fois qu'ils rebondissent quand ils rencontrent quelqu'un de manière formelle ou informelle, d'être capable de ressortir ces mots-clés, c'est déjà un premier bon conseil pour s'aiguiser à la communication et petit à petit se rendre compte qu'ils sont capables de partager leur projet à d'autres et ils vont voir qu'ils auront des retours et c'est ces retours qui vont nourrir finalement après les textes qu'ils vont devoir écrire pour leur dossier. Donc je dirais, soyez le meilleur outil de communication de votre projet et ayez déjà en tête ces quelques mots-clés. Ça sert à rien d'avoir des phrases toutes faites qu'on ressort, ça fait langue de bois. Mais par contre, quelques mots-clés qui vous permettent de pouvoir dialoguer et de pouvoir construire une rencontre avec quelqu'un, bah ça c'est primordial. Et un bouquin que tu conseillerais de lire sur la communication, justement? Alors j'ai une bibliothèque pleine de livres sur le sujet. Alors étonnamment, quand j'ai commencé, il y en avait très peu. C'est d'ailleurs pour ça, je crois que ça m'a incité à en écrire. Je vais d'abord faire un contre-exemple, le bouquin que je ne recommande absolument pas. Oh, bonne idée, ça. C'est un livre qui s'appelle Le marketing des arts et de la culture, qui est apparemment un livre qui circule pas mal sur le sujet. Je n'ai même pas réussi à lire les 50 premières pages et je me force à le lire. Je pense que si quelqu'un veut être dégoûté du marketing culturel, il peut commencer à lire ce bouquin et puis il arrête tout de suite. Donc je comprends que des gens qui tombent sur ce livre soient dégoûtés de la communication. C'est vraiment une approche très commerciale et très anglo-saxonne du sujet qui ne nous parle pas du tout. Donc à éviter si on a envie d'en faire quelque chose de bien. Maintenant, j'ai lu dernièrement les deux livres de Austin Kleon, qui est Voler comme un artiste et Partager comme un artiste. Je les trouve assez inspirants. Et pourquoi? Parce que il partage son expérience, mais en même temps, il donne des pistes pour oser aller plus loin dans sa créativité, dans sa manière de partager. Alors ça va de l'idée de base d'un projet, mais ça va jusqu'aussi la manière ouais, d'être créatif dans sa communication. Donc je trouve que voilà, ces deux petits bouquins qui sont pas gros, moi je les ai lus en deux trajets de métro. Et qui sont voilà, qui font du bien quand on a envie d'avoir un petit booster comme ça dans sa journée. Et là, comme ça, tu aurais un exemple d'une communication d'une compagnie ou d'un spectacle qui t'a beaucoup parlé et que tu citerais comme un exemple? Oh, il faut que je me replonge dans tous mes souvenirs. Il y a des exemples marquants. C'était à l'époque avec les baladins du miroir qui étaient venus à Avignon. Et ce que j'avais bien aimé, c'est que en attendant le spectacle, ils vendaient un journal. Alors, qui était un faux journal, mais qui était sur le thème et l'ambiance du spectacle qu'on allait voir. Et je trouvais ça intéressant parce que le journal faisait à la fois office de programme de spectacle, mais de manière voilà humoristique, et en même temps, ça permettait aux comédiens d'aller au contact avec le public. Et donc, je trouvais que là, le journal faisait outil de communication. Et récemment, j'ai vu un spectacle à Bruxelles qui reprenait le même principe et ça a toujours eu ce même effet positif en moi parce que voilà, on avait une excuse pour aller à la rencontre des comédiens, discuter avec eux parce qu'il y avait ce journal et en même temps le journal était utile parce qu'il donnait des informations et en même temps il donnait le cadre parce qu'on était plongé dans l'univers du spectacle. Et pour terminer, tu aurais un dicton qui te plaît particulièrement? Moi je signe heureux qui communique. Et pourquoi? Heureux qui communique parce que je trouve que bah, la communication, si elle peut justement faire plaisir dans les deux sens, c'est-à-dire autant pour le public
que pour l'artiste. On est vers voilà une relation positive et la communication doit faire plaisir et elle doit pas être quelque chose de contraignante. Donc Heureux communique pour moi c'est un message positif pour une communication voilà qui ouvre la rencontre à chacun. En attendant, Jérôme, merci à toi, ça a été un super entretien. Ça m'a vraiment fait plaisir de parler avec toi de marketing culturel. C'est un sujet que j'adore et je peux en parler pendant des heures, donc Et puis c'était aussi super enrichissant. c'est enrichissant pour moi aussi de toute façon. Voilà, l'émission est terminée. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Moi, je me suis personnellement régalé sur ces 2 entretiens. Vous pourrez, si vous voulez, poursuivre l'aventure en vous rendant sur mon site internet www.monsieur-m.fr où vous pouvez vous inscrire sur mon blog, télécharger des formations. Et actuellement, sur mon site, vous pourrez trouver un lien pour pouvoir passer 1 heure avec moi au téléphone pour qu'on fasse le point sur votre stratégie sur Facebook, sur votre site internet, sur un dossier de communication que vous avez à présenter. J'en ai proposé une petite quinzaine ces derniers temps. À chaque fois, ça a été un vrai plaisir. Donc, profitez-en. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est qu'un podcast, ça ne vit que par les gens qui l'écoutent. Alors, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Et puis, surtout, si vous êtes sur iTunes, à laisser un commentaire et à vous abonner au podcast. La semaine prochaine, je reçois Nella Fragola, qui est une blogueuse qui a beaucoup d'expérience et on va parler ensemble de blog.